Mais dis-moi, je regardais un peu ton CV, puis je me disais, c'est pas un médecin normal, là. C'est comme... Tu sais, t'as fait de la médecine pour des aspirations de voyage ou de... C'est sûr que je fit pas tout à fait dans le moule Ouais. auquel on s'attend. Au départ, ben, en fait, moi, j'avais étudié en sciences infirmières. J'ai Mhm. commencé à travailler. Euh, Puis là, j'avais plein de questions. Mais même avant d'aller en sciences infirmières, j'avais dans l'idée de faire de l'humanitaire. J'ai choisi ça en me disant, c'est un métier avec lequel je vais pouvoir faire de l'humanitaire. Sauf Mhm. que ensuite, en arrivant sur le terrain, j'avais plein de questions. Puis je me suis dit, ben en fait, puis j'ai réalisé que je n'étais pas tout à fait heureuse là-dedans. Puis à un moment donné, t'es, mis, t'es mise devant un choix, là. Soit que, dans le fond, j'accepte la situation puis je décide que c'est correct, ou soit je change ça puis je décide de faire autre chose. Puis c'est comme ça que j'ai décidé d'aller en médecine. OK. Et puis, mais toujours dans l'idée de faire de l'humanitaire, là, OK. derrière ça. Puis au final, là, j'ai encore plus de questions que j'en avais avant. Donc, ça, C'est jamais ça... fini. non, c'est ça. Bienvenue à La santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Docteur Geneviève Gosselin a eu la piqûre de l'étranger dès son plus jeune âge lors d'un séjour en Guyane française avec sa famille. Elle n'a jamais eu une pratique médicale que l'on pourrait qualifier de normale. Même au Québec, elle pratique dans des régions éloignées où l'accès est difficile. Elle a été déployée à plusieurs reprises avec Médecins sans frontières au cours des dernières années, dont en Ukraine, et c'est une portion importante de la discussion que j'ai avec elle aujourd'hui. Nous discutons de son parcours, de son implication et de son expérience sur un train médical en Ukraine. Bonne écoute. Geneviève, bonjour. Bonjour. Merci de te prêter à l'activité du balado La santé au-delà des mots. Ça m'a pris beaucoup de temps à te rejoindre parce que ça part finalement de mon intérêt pour Médecins sans frontières. Ensuite, il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine. Là, puis finalement, je cherchais quelqu'un qui était allé en Ukraine. Puis là, je suis par l'organisme, finalement. J'avais quand même parlé à certaines personnes qui ont collaboré avec l'organisme. Puis finalement, je suis entré en contact avec toi, donc merci beaucoup. Ben, merci pour l'invitation. Puis on va parler de l'Ukraine. Là, on a parlé, tu me parlais un petit peu aussi là, de tes motivations. Pourquoi tu avais fait la médecine, mais je me disais, l'attrait de ça, là, de l'étranger, ça vient de ton enfance probablement, ou tu as voyagé avec tes parents, ou on est comme ça, ou on le devient? Je pense qu'on est comme ça, OK. honnêtement, là. Je pense que le souvenir le plus lointain que j'ai de cet attrait-là, c'est que quand j'étais petite, mes parents étaient bénévoles pour un organisme qui s'appelle l'AMI, là, Aide, je crois, médicale internationale à l'enfance. Puis on avait des calendriers avec des jeunes d'Haïti, mais je devais avoir 4 ans et je me souviens, je regardais ces calendriers-là et ça me fascinait OK. déjà. Et puis, après ça, quand j'ai eu 11 12 ans, on est déménagé en Amérique du Sud avec mes parents. Mon père est allé travailler en Guyane française. Mhm. Donc là, je suis allée à l'école là-bas. Et puis, après un an, c'était le temps de revenir. Mais moi, je voulais pas revenir, là. Moi, OK. j'avais prévu, j'avais tout organisé pour rester chez la voisine. Laissez-moi ici. Encore 6 mois, je reviendrai dans 6 mois, tu sais. J'avais 12 ans. OK. Donc, ouais, ben, c'est vraiment parti de là. À partir de ce moment-là, j'ai eu la piqûre, puis c'est évident que moi, je voulais travailler à l'étranger, puis OK. c'est ça. Et donc, finalement, tu te retrouves d'abord à faire ton bac en soins infirmiers, mais déjà, tu travailles dans le Grand Nord, si je ne me trompe pas. Tu n'as jamais fait une pratique
médicale ou infirmière normale? Ben, en fait, comme infirmière, je travaillais à Chibougamau. OK, ben on est quand même C'est pas... ça, c'est quand même on n'est pas à la baie Montréal, James, là. c'est Ouais, ça. exactement, exactement. Mais j'ai toujours voulu travailler en région, ça c'était clair. Mhm. Donc, et puis là, à ce moment-là, ma fille avait 4 ans, donc Mhm. je voulais un endroit quand même où il y avait des activités pour les enfants et tout, là. Donc, j'ai pris un poste à Chibougamau, j'avais jamais mis les pieds. OK. Je suis arrivée avec le camion de déménagement, mais bon, voilà. Mais dis-moi, tu aurais pu faire Médecins sans frontières comme infirmière, mais finalement, tu dis Oui, où? mais là, à ce moment-là, ma fille, parce que moi, j'ai une fille qui a maintenant 23 ans, OK. mais à ce moment-là, elle était petite, là. Donc, mais ça a toujours été dans les plans. Quand tu vas être plus vieille, moi, je vais partir avec MSF. OK. Puis tu me disais avant qu'on commence que avant de faire ta première mission, tu avais peur d'être déçue. Oui, Tellement tu avais comme investi d'espoir ou de... ben, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui m'habitait depuis que j'étais petite. Puis là, après, bon, là, j'ai fait, c'est ça, mon cours d'infirmière, mon cours de médecine. Et puis, tu sais, là, après, j'ai fait le certificat en santé internationale là, de Sherbrooke durant ma première année de pratique. Puis là, j'ai fait des petites missions d'1 mois avec différents organismes. C'est que à ce moment-là aussi, ma fille était plus jeune, donc je pouvais pas partir nécessairement plus longtemps, mais de faire comme une vraie mission avec MSF, puis de dire, ben j'ai mis, on dirait que tout ce que je veux faire tend vers MSF, puis finalement, si j'aime pas ça. Oui, je comprends. Mais ça s'est pas passé comme T'as ça. jamais été déçu? Non. Ta première mission, c'était c'est Congo? C'était la République démocratique du Congo et au Nord Kivu. Puis c'était quoi, là? En fait, là, on était c'était un hôpital pédiatrique, là, principalement. Donc, on avait de la pédiatrie, de la néonatologie, puis de la malnutrition. On devait avoir une centaine de patients. Il y avait aussi l'urgence. Et puis, donc, c'était quand même gros, là, comme structure. Comme ça. Puis toi, quand tu arrives là, tu n'as pas 20 ans d'expérience derrière toi non plus, là. C'est comme médecin de famille, donc non, il faut s'habituer déjà à être médecin, puis en plus tu fais de la médecine dans des conditions difficiles. Oui, puis mon rôle, souvent, quand je vais en mission, c'est, on appelle ça Medical Activity Manager. Okay. Donc, je ne suis pas un médecin directement aux patients. Oui, je vois les patients, mais c'est pas moi qui ai la responsabilité directe du patient. Donc, souvent, on gère les équipes médicales, on gère, tu sais, on va donner de la formation, on va superviser, on va faire tout ce qui est revue, mettons, de mortalité pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, on va se mettre des objectifs. Donc, ben, mettons, les patients qui sont dans les unités de soins intensifs, soit malnutrition, pédiatrie ou néonatologie, ben là, c'est sûr que ces patients-là, je les revoyais à tous les jours quand même, là. Okay. Mais, tu sais, je pouvais pas revoir 100 patients, les 100 patients de l'hôpital à tous les jours. Donc, après, je prenais comme la façon dont moi, je travaillais, c'était une fois que j'ai revu les patients de soins intensifs, ben là, je prends une unité par jour, puis là, je fais le tour, puis le reste, ben là, je passe un peu plus rapidement, voir s'il y a quelque chose s'il y a des besoins particuliers, là. Là, tu vas collaborer avec des médecins locaux, des infirmières, ou comment? Mettons une structure comme le premier hôpital au Congo, ça peut être organisé comment? Bien, en fait, souvent, comment ça fonctionne dans les hôpitaux MSF, c'est que c'est un partenariat entre un hôpital local et avec MSF. Okay. Et puis, même dans MSF même, on est souvent environ 10 % de personnel, je dirais, expatrié, et puis 90 % de personnel local. Donc, si moi, je suis la seule médecin expat, ben là, j'ai une équipe de peut-être 7, 8 médecins locaux, dans le fond, dont je suis responsable. Et puis là, il y avait, ben, après, toutes les équipes infirmières. Et puis moi, j'ai un équivalent expatrié qui est infirmier, là. OK. Qui, lui, va gérer la portion infirmière. Donc, on travaille beaucoup en équipe, là. Mais disons, les locaux dans le domaine de la santé, là-bas, en termes de formation, on parle de quoi, disons? Quelqu'un qui va avoir un rôle de médecin au Congo, il va avoir des études qui ont été faites dans quelles circonstances? Te rappelles-tu un peu le curriculum? Je me souviens plus c'est combien d'années,
d'études, mais c'est certain que la formation est un peu différente parce qu'elle est adaptée aux besoins locaux. Tu sais, nous, comme médecins de famille, par exemple, jamais on va faire une césarienne ou une appendicite, tu sais, une appendicectomie, là. Ouais. Par contre, là-bas, ben, un médecin de famille au milieu de la brousse, si tu fais pas de césarienne, ben en fait, il y a énormément de gens qui vont mourir, là. Donc, ils sont excellents pour faire... dans le fond, leur curriculum est adapté aux besoins locaux. Donc, c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup moins de, je dirais, de connaissances peut-être en médecine interne ou des choses comme ça parce que, tu sais, je veux dire, t'as même pas de CG, là. Et puis les pas gens... de gériatrie, j'imagine? Ben, c'est très ça. peu, ou... Tu sais, en Centrafrique, l'espérance de vie est de 52 ans, là. Tu sais, à un moment donné... Incroyable. C'est ça. Donc, c'est sûr que le curriculum est adapté aux besoins. Ouais. Tu disais que, dans le fond, l'attrait de la médecine humanitaire, ça vient de très loin, mais qu'est-ce que tu recherchais là-dedans? Là? Si tu recherchais quoi? D'aider les plus démunis ou c'est d'aider quelqu'un ou d'aller chercher quelque chose pour soi? Parce que, comme moi, je dirais que j'ai une vision romantique de Médecins sans frontières. C'est comme si, compte tenu que je connais pas ça, c'est plus centré sur moi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, oui. C'est comme si, moi, si je décidais d'y aller à ce stade-ci de ma vie, compte tenu des circonstances, puis des jeunes enfants encore, dans mon cas, ce serait, je sais pas, ce serait plus pour l'expérience que pour aider. Mais toi, comment? Qu'est-ce que tu recherchais, là? En fait, moi, je m'indigne beaucoup devant l'injustice. OK. Oui, ça a toujours été un peu ça. Puis là, d'aller quelque part où est-ce que tu te dis, en même temps, je pense qu'on peut vraiment faire une différence. Tu sais, comme au Congo, par exemple, où on était, ou en Centrafrique, on était le seul hôpital à 100 km à la ronde, là. Donc, après, si MSF n'est pas là, il n'y a personne. Ben, il n'y a personne. Donc, tu sais, oui, c'est des conditions difficiles et tout, puis c'est quand même gratifiant aussi de voir que tu es capable de faire une différence. OK. Te rappelles-tu de ta première impression à l'arrivée à l'hôpital, la première journée, de ta première mission? Te rappelles-tu comment tu te sentais comme la première journée, là? Ben, je me souviens que quand je suis arrivée à Walikale, ça s'appelait, au Congo, en fait, on est arrivé en hélicoptère cette fois-là. On a atterri dans le terrain de foot, en fait, du village. Puis là, on est descendu de l'hélicoptère. Puis là, moi, j'étais comme, bon, est-ce qu'on peut aller à l'hôpital? J'avais tellement hâte d'aller voir l'hôpital. Puis là, il était... Là, tu sais, les collègues riaient un peu. Ils étaient là, ouais, on va aller à la base avant Geneviève. Là, tu iras voir l'hôpital après. Là. OK. Puis, puis quand tu reviens au Québec ici, tu ne fais pas de médecine normale. Comme toi, traiter un hypertendu dans le centre-ville de Montréal, ça n'a pas d'intérêt pour toi, non? Ça me parle pas tellement. Mais si j'habitais à Montréal, tu sais, j'avoue que... Parce qu'il y a de l'injustice. Tu parlais d'injustice. Il y a des grandes injustices dans les grandes villes aussi, puis des populations défavorisées. Oui. Donc... Oui. Mais si j'étais à Montréal, je crois que je renaîtrais pour les cliniques de migrants ou... Des choses comme ça? Oui. OK. Vraiment. Là, tu ne devrais jamais faire de la médecine familiale non. normale. Non, mais en même temps, quand je... dans 15-20 ans, disons. Oui, mais quand j'ai fait mon choix d'aller en médecine familiale, je savais que je pouvais sortir un peu de ce modèle-là, puis c'est un peu ça qui m'a attirée aussi, en fait, vers la médecine familiale. OK. Donc... Dis-moi, dans les missions que tu as faites, là, 5, si je ne me trompe pas, avec Médecins sans frontières à date, ou, oui. Est-ce qu'il y a un souvenir ou un événement marquant, ou ce qui pourrait être le plus beau souvenir, disons, là, parce que c'est sûr que ce sont des catastrophes que tu as vues, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort? Ou, ben c'est sûr qu'on a... En fait, on voit beaucoup de catastrophes, mais ce qui arrive, c'est très...
comment dire, dans toutes les catastrophes, on voit le pire et le plus beau de l'humanité, je pense, quand on fait ça. OK. Parce que oui, il y a énormément de choses difficiles, mais en même temps, de voir la résilience des gens, là, des gens qui ont pas grand-chose, puis malgré tout, ils rebondissent et puis tu te dis, mais on a beaucoup à apprendre. OK. Ouais, et puis que les gens ont rien, mais ils s'entraident quand même, puis ils partagent. Et c'est ça, pour moi, on dirait qu'à chaque fois, je me dis, mais je vois le pire de l'humanité, mais en même temps, je vois le plus beau. Est-ce que c'est ça qui fait que tu aurais de la difficulté à traiter une population normale? Est-ce que ça pourrait faire en sorte que, par rapport à monsieur, madame, tout le monde qui ont leurs petits bobos du quotidien, toi, peut-être, peut-être tu manquerais comme d'empathie ou de compréhension face à des plaintes? Aurais-tu peur de passer tes journées à dire aux gens, écoutez, là, ça pourrait être pire ou arrêtez de vous plaindre? On ne peut pas dire ça à nos patients, mais aurais-tu peur d'être tout le temps en train de t'ortonner? Mais en fait, je pense que ça prend un temps d'adaptation au retour. OK. Parce qu'au moment où on revient, là, mon capital empathie pour ce genre Zéro. de situation-là est à plat. C'est certain que ça serait impossible. Ça prend combien de temps en revenir? Ça, c'est le bout le plus difficile. Partir, c'est toujours facile. OK. Revenir, ça, c'est ce qui est difficile. Mais en même temps, j'ai la chance de travailler au Nunavik où est-ce que c'est pas une situation qui est normale. Ben non, je devrais pas dire normale, mais qui est usuelle. Je dirais que tout est pas aussi facile. Donc, tu sais, avoir accès, ne serait-ce qu'à tu sais, à de la nourriture, des fruits, des légumes, tu sais, des fois, t'arrives, puis bon, il n'y a plus rien. L'eau potable ou l'eau tout court, c'est un défi. Tu sais, la même chose pour les eaux usées. Tu sais, tu peux pas faire partir ta toilette comme tu veux, là. Tout est calculé. Ah oui? Là, la douche, c'est ça. Il y a beaucoup de moments où on doit aller à l'hôpital parce qu'on n'a pas accès à l'eau ou on n'a pas... Tu sais, donc, nous, on vit là temporairement, mais les gens qui vivent là tout le temps, ben vivent des choses qui sont beaucoup plus... Tu sais, leur quotidien est beaucoup plus difficile. Ben, pas difficile, mais compliqué. En fait, ça complique les choses quotidiennes. Quand t'es 12 à vivre dans une maison de 2 ou 3 chambres, tu dois faire la vaisselle, mais il n'y a pas d'eau. Là, tu dois laver les enfants. Là, ils ont de l'eczéma. Et puis, tu sais, c'est compliqué. Puis là, actuellement, on vit... une éclosion de tuberculose sans précédent au Nunavik, là. Tout ça parce que les maisons sont trop... Trop de promiscuité. Voilà, c'est ça. Il y a trop de gens. Donc, je reviens pas dans un endroit où tout est facile. Tu sais, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas... Tu sais, tu peux pas dire... bon, je vais aller magasiner. Non, c'est ça. Donc, ça rend, je dirais, la chose un peu plus facile parce que la marche est un peu moins haute. OK. Que quand tu reviens dans l'abondance, puis là, tout le monde te raconte leurs problèmes des fois au quotidien, ben, disons que c'est là où c'est un petit peu plus... difficile. Ouais. C'est là que ça prend un temps. J'avais reçu Dr Pamela Paquette, qui est anesthésiologiste à Saint-Georges-de-Beauce, puis qui a fait une mission au Soudan du Sud. Puis elle me disait que les vols aériens puis les escales font qu'elle quitte le Soudan du Sud, puis sa première escale, elle se retrouve dans une boutique, dans une zone hors taxe où on vend des sacoches à 5 000 $. Puis elle me dit, le choc au point d'en avoir les larmes aux yeux. Oui, c'est ça, mais c'est toujours le retour qui est difficile pour moi, en tout cas. D'arriver là, de m'adapter, de prendre ma douche dans un seau d'eau pendant 9 mois, ça me dérange pas, honnêtement. Mais de revenir... À chaque fois, c'est un petit peu difficile, puis je dois prévoir des activités ou des choses
auxquels m'accrocher que je sais qui vont me faire plaisir, tu sais, qui vont me faire du bien. Ouais. OK. Tu me disais avant que l'on commence que ça crée une forme de dépendance, la médecine humanitaire. Est-ce que entre chaque mission, tu te sens toujours un peu en latence, là, tu penses simple à ton prochain voyage ou il vient un moment donné où on pense à autre chose ou... Ah, je pense que c'est toujours présent, tu sais. OK. Là, je suis revenue, ça fait... je suis revenue mi-mars. Mhm. Et puis là, il y a quelques semaines, la guerre au Soudan est commencée. Oui. Là, ben là, c'est sûr que... Là, je regarde ça, puis là, moi, j'ai envie d'y aller. Puis là, je suis là, ah non, mais là, je peux pas, je travaille. OK. Puis... Mais là, tu pourrais partir si tu voulais. Ben, je pourrais, mais en fait, OK. je peux pas parce que je travaille, C'est mais ça. si c'est... Parce que tu pourrais appeler Médecins sans frontières ou ils t'ont déjà appelé. Ils m'ont déjà appelé. OK. Ben, écrit, mais... OK. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, mais là, je peux pas, parce que moi, j'ai quand même un contrat dans le Nord à temps partiel. OK. Donc, ce que je fais, c'est que je fais mes semaines pas mal de suite pour après avoir du temps pour partir en mission. Donc là, je suis en train de faire mes semaines de travail au final. Donc, je dois travailler. Tu tu disais que c'est plus difficile de revenir que partir. Avez-vous une forme de support psychologique, ce que j'appellerais en anglais du debriefing, quand vous revenez d'une mission, ou c'est informel? Est-ce qu'il y a une structure là, vraiment établie par laquelle Oui, il y a un des intervenant structures. passe? Je dirais, pour ce qui est vraiment technique, ça dépend un peu des centres opérationnels, là. Il y en a qui sont plus assidus au briefing et au débriefing que OK. d'autres. Mais pour ce qui est du support psychologique là-dessus, je dirais MSF Canada sont vraiment supportants, là. Pour nous, on a accès toujours avant de partir et au retour à une séance. Et puis qu'on peut prolonger en plusieurs séances si on en ressent le besoin, là. Tu sais, on a des assurances pour ça, mais oui. Est-ce que c'est systématique ou c'est la demande du La... médecin, disons? Non, il y a une séance pré-départ et au retour qui sont systématiques. OK. Et puis après, si on veut continuer, c'est toujours disponible. Est-ce qu'il y a en place des sentinelles, support par les pairs ou, parce que je pourrais imaginer qu'un médecin revienne, ou un médecin, une infirmière ou un autre intervenant revienne dans un état de stress post-traumatique ou fasse une dépression, genre de spirale, là, puis on échappe la personne, puis on se retrouve avec un accident, là. Oui, il y a des... MSF a aussi un groupe de support justement par les pairs qui te contactent. Puis, tu sais, des fois, c'est juste... tu sais, tu peux avoir un appel téléphonique ou, tu sais, des rencontres. Ils font des rencontres MSF aussi. OK. De façon régulière, là, l'association. Mais oui, c'est disponible parce que des fois, c'est pas toujours tout le monde, en fait, qui comprennent, tu sais, les gens qui comprennent, dans le fond, ce qu'on a vécu ou qui ont nécessairement envie d'entendre parler de tout ça, là. Tu sais, on a tu sais, des fois, comment ça a été la mission, puis tu sais un petit peu qu'à certaines personnes, ça va durer 15 secondes. OK. La question est Puis posée donc, simplement par politesse. oui, un peu comme ça, puis c'est correct, là, je veux dire, Ouais. c'est pas tout qui intéresse tout le monde, là, puis tu vas pas commencer à discuter en long et en large. Par contre, des fois, tu sais, dans le Nord, par exemple, il y a beaucoup de gens, ça va attirer les mêmes personnes qui font MSF, qui vont aller au Nunavik, hein. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont un peu le même parcours. Donc là, c'est sûr que, tu sais, moi, si quelqu'un revient d'une mission, ben moi, je veux savoir, là, tu peux m'en parler. OK. Tu sais, donc, il y a ça aussi, c'est la même chose. Pour moi, là, des fois, tu sais, il y a des gens qui sont vraiment intéressés, là. Mais toi, personnellement, quand tu reviens, tu sens-tu le besoin d'en parler ou... Je dirais... à la première mission, peut-être plus, la deuxième aussi, mais on dirait plus le temps passe, plus ça devient... routinier ou... Ben, pas routinier, mais moins je ressens le besoin de... d'en parler? Ouais, c'est OK. ça. Avez-vous comme une espèce de communauté de médecins sans frontières au Québec, disons?
Oui, il y a une association une MSF. gang, là, je dirais, de docteurs, là, puis vous des rencontres, des soupers annuels, n'importe quoi qui pourrait ressembler à un club social, si on veut. Ou... Oui, exactement. Okay. Il y a ça, mais c'est souvent à Montréal, donc c'est sûr que moi, bon, il faut que tu sois là. Ben oui. Si un jour je suis là pendant qu'il y a quelque chose, je vais y aller, mais pour l'instant, la plupart du temps, ça ne donne pas. Oui, c'est ça. Bon. Excellent. On prend une courte pause. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités? Visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Geneviève, tu es allée en Ukraine au début 2023? Oui. 2 mois? Oui. J'aimerais que tu m'expliques un peu les raisons de ton départ. Encore une fois, c'est MSF qui te contacte ou c'est toi qui... Là, il y a quelque chose en Ukraine, moi j'aimerais y aller. Puis, non, en fait, ce qui est arrivé, c'est que là, j'avais des disponibilités pour une mission d'urgence, donc d'à peu près 2 mois. Puis, dans le fond, j'en ai discuté avec ma gestionnaire de carrière, puis elle m'a proposé... Il y avait ça qui fonctionnait dans les dates, puis j'ai dit, ben ouais. Okay. Puis à ce moment-là, quand tu vas en Ukraine dans ces circonstances-là, eux sont déjà là depuis longtemps ou MSF est entré en Ukraine lors de l'invasion russe? Comment ça fonctionne dans ce contexte particulier là, de ce pays-là aujourd'hui là, en temps de guerre? Ben, en fait, avant le début de la guerre, on avait déjà des projets de MSF en Ukraine, mais c'était, à moins que je me trompe, là, de la tuberculose multirésistante. Là. C'était pas... ça n'avait rien à voir avec les projets actuels. Sauf que là, quand la guerre a commencé, bien évidemment, tous les projets réguliers, ben ça tenait plus. Là. Non, c'est ça. Et puis là, ça a été là, des projets d'urgence. Là. Donc, il y a plusieurs projets dans l'Est. Moi, j'étais sur le projet de train, d'évacuation des blessés, ouais. Explique-moi ça, parce qu'on en a parlé il y a quelques semaines, puis je trouvais ça presque de la science-fiction. Là. Donc, un hôpital avec des soins intensifs sur un train. Oui. Mais juste, disons, la grosseur de l'organisation. Un wagon, c'est... Ben, en fait, tout le train d'un hôpital ou comment... On avait un train pour nous, dans le fond, qui avait été adapté dès le début de la guerre. C'est un train qui a été donné par... qui a été, ou tout le moins prêté là, par l'Ukraine à MSF, qui ont adapté en hôpital. Donc, il y a un wagon de soins intensifs où est-ce qu'il y a 5 lits d'hôpital, dont 2 ventilateurs, 2 lits avec ventilation mécanique. Les 3 autres, c'était du monitoring quand même plus serré, là, je dirais. Donc, on avait cette capacité-là de 5 lits dans le wagon de soins intensifs. Après, on avait un wagon pour les patients qui étaient capables de se mobiliser ou de s'asseoir, et puis 3 autres wagons avec des lits pour les patients couchés. Donc, mais qui n'étaient pas soins... 5 wagons. Oui. Le train au complet est un hôpital, là. Exactement. Il n'y a pas de marchandises ou non, de passagers. Pas du tout. C'est ça. Tu sais, après, on a un wagon, mettons, où on a notre petite cuisinette, et puis notre bureau et tout ça, puis un wagon un peu pour la logistique, pour tout ce qui est les grosses bonbonnes d'oxygène et tout ça, là, parce que les ventilateurs, en tout cas, il y a tout un système pour faire fonctionner ça. Là. Et il y a des génératrices, j'imagine? Ou... Oui, c'est ça. OK. Oui. Puis vous êtes combien de personnel soignant, disons? En fait,
là, moi, j'étais encore sur un poste de Medical Activity Manager. Là. Mm-hmm. Puis, il y avait une infirmière de soins intensifs qui était expatriée. Ensuite, on avait 2 médecins locaux. Un anesthésiste qui s'occupait des soins intensifs et puis un médecin soit généraliste qui s'occupait des autres wagons, dans le fond. Et puis, comme personnel infirmier, pour un voyage, on avait 4 infirmières, 4 aides-soignantes. Quand tu dis un voyage, j'imagine que vous prenez des gens à l'est pour les amener à l'ouest? Oui, c'est ça. On partait de l'ouest, de Lviv. OK. Et puis là, on partait souvent le lundi. On arrivait dans l'est le mardi. On prenait les patients, souvent à 2 endroits différents. Et puis après ça, on retournait dans l'ouest. Puis c'était un voyage de... entre 18 et 24 heures, là, tout dépendant où on allait. OK. Et puis là, on retournait les porter dans différents hôpitaux, dans le fond, dans l'Ouest, ouais. En fonction de leurs besoins. Ben c'est ça, mais c'est surtout que là, après 1 an de guerre, les hôpitaux dans l'Ouest aussi commençaient à être saturés. Donc là, une des tâches prioritaires du chef du coordonnateur de projet, c'était de faire des liens avec des nouveaux hôpitaux dans l'Ouest, trouver des nouvelles destinations, faire de nouvelles ententes pour qu'on puisse aller transporter plus de patients dans le fond, là, puis aller les porter dans des différents endroits pour répartir un petit peu le fardeau des blessés, si on veut, là. Et les blessés dont tu parles, ce sont des civils ou des militaires? Ben, en fait, un militaire qui est blessé devient un civil par définition, là, selon la loi humanitaire internationale. Okay. Parce qu'un combattant qui ne peut plus combattre devient un civil. OK. Donc, par définition, c'était tous des civils. Mais j'ai en tête les Américains, mettons, les militaires américains sont pris en charge par des hôpitaux militaires. Oui, mais là, dans le fond, c'est... Il n'y a comme pas d'hôpitaux militaires ukrainiens. Okay. Pas vraiment. Par contre, eux aussi avaient des trains. Les militaires ukrainiens avaient aussi des trains. Par contre, là où il y avait une différence avec nos trains, c'est avec la capacité de soins intensifs. On avait une meilleure capacité de soins intensifs que leurs trains. Mais ils étaient quand même capables d'évacuer quand même beaucoup de leurs blessés. Là. Mais nous, oui, on avait évidemment beaucoup de Avez-vous évacué des prisonniers russes? Ça serait arrivé une fois, mais moi, j'étais pas là. OK. Donc, parce que, en fait, le train d'évacuation, comme critère pour pouvoir embarquer les patients, il fallait qu'il soit stable depuis 24 heures, parce qu'on comprendra que c'est vraiment un vieux train où ça bouge tellement qu'on a presque de la misère à marcher, là, puis, tu sais, c'est chauffé au charbon, donc... le patient, il faut qu'il soit quand même stable. Puis, parce que tu peux pas faire des techniques dans le train et tout. Quand ça bouge comme ça, c'est un défi. Là. Puis, exemple, quand tu techniques, mettre un drain thoracique? Oui, c'est ça. C'est quand même pas si évident quand ça bouge vraiment beaucoup. Donc, puis veut pas, on n'a pas de capacité de chirurgie du tout dans le train, là. Donc, c'est quand même 24 heures. Sans arrêt, évidemment. On ne veut pas arrêter le train, Non, ben tu sais, on fait des petits arrêts dans des gares, sauf que c'est pas nécessairement des gros hôpitaux ou des endroits en chemin qui... bon, en tout cas, avec qui tout le monde a des ententes là, pour prendre les patients. Donc, tu sais, si on avait vraiment une urgence, on pourrait gérer, mais c'est pas... l'objectif, c'est d'être capable de rendre nos patients... Tu sais, c'est de faire la sélection des patients qui soient quand même, c'est ça, stables au moins depuis 24 heures pour qu'on puisse pas se ramasser avec des problèmes. Est-ce que c'est toi qui étais impliqué dans le... J'imagine qu'il y avait une forme de triage, à savoir qui embarquait? Oui, c'est ça. Il y a des gens qui étaient, entre guillemets, condamnés
parce que trop malade pour prendre le train, puis... Possiblement, mais ça, j'ai de la misère à dire parce que c'est pas moi du tout. C'est vraiment le travail d'un des médecins ukrainiens qui s'occupait d'être en contact avec tous les hôpitaux et puis de faire la sélection des patients dans l'Est, puis il fallait qu'on puisse les transporter, qu'on ait une place pour eux dans l'Ouest. OK. Chaque patient, en embarquant dans le train, a, entre guillemets, un Oui. lit Oui. réservé dans un hôpital dans l'Ouest. C'est ça, on doit savoir où on les envoie. Donc, puis tu sais, tous les dossiers sont en ukrainien. Je veux dire, ça peut pas être une job pour nous, là. OK. Il faut que ça soit fait par un médecin local. Mais avez-vous un traducteur? On avait une traductrice sur le train, sauf que c'est ça, c'est quand même... elle n'était pas toujours... disponible. Ben, tu sais, des fois, elle est occupée, là. Elle peut pas me suivre Donc, c'est ça. tout le temps, mais les médecins parlaient quand même anglais. Les infirmières, vraiment pas toutes, là. On utilisait Google Translate, là. OK. Puis, le type de clientèle, c'est un peu de tout en termes d'âge, de sexe, c'était quoi? On avait ben, pas tellement d'enfants. C'est sûr que moi, je suis allée de janvier à mars 2023, donc déjà presque un an là, après le début de la guerre. Donc, les enfants, on n'en avait pas beaucoup parce que, en fait, les familles, la plupart avaient fui déjà. Mm-hmm. Donc, et puis les quelques enfants qu'on a eus on les transportait, puis ils avaient déjà été acceptés à l'étranger même, là. Ils allaient se faire soigner directement ailleurs. Dès qu'on arrivait dans l'Ouest, ils étaient pris en charge, et puis ils restaient même pas en Ukraine, là. OK. Fait que, mais on n'en avait pas tellement des enfants, justement, parce que c'est rare, la plupart des gens avaient déjà quitté... Les personnes âgées aussi, beaucoup, j'imagine. Les personnes âgées, en fait, ça, on en avait beaucoup. OK. On en avait beaucoup. Et puis, c'est arrivé même, tu sais, si on prend la ville de Kherson, tu sais, qui était à moitié... Au début, ça avait été... c'était sous occupation... c'était tombé sous occupation russe. Là, les Ukrainiens ont repris la moitié de la ville. Mais là, tu sais... T'as un hôpital psychiatrique, un hôpital gériatrique à côté de la base militaire, puis tout le monde se bombarde. Ben, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour laisser tes patients psychiatriques et tes patients gériatriques. Donc, ça, c'était des choses qu'on faisait évacuer aussi. Ces patients-là. Exactement. Tu sais, avant qu'il arrive une catastrophe, puis que finalement, leur hôpital ou, leur centre de personnes âgées se fasse bombarder, parce que c'est des gens qui peuvent pas s'évacuer tout seuls. Dans une situation comme ça, c'est sûr que ça touchait pas nécessairement ta mission, là, mais à ta connaissance, dans une zone de guerre comme ça, la maladie courante, là, ça continue. Les gens continuent à faire des appendicites, des cholécystites, des obstructions intestinales, des infarctus. C'est géré comment quand tu es sur une zone de guerre? C'est juste pas géré? Ben, les gens vont mourir de pathologies banales? Ou... Non, on en a évacué des jeunes, tu sais, des plus jeunes qui avaient comme une embolie pulmonaire qui a pris du temps, tu sais, une pneumonie qui a tourné en embolie pulmonaire sévère, puis tu sais, des choses, on en a... On en a eu aussi des patients comme ça, là. C'est sûr qu'en majorité, c'était des choses qui étaient liées au conflit, mais c'était pas exclusivement, là, il y avait... c'est ça, ben, surtout les patients gériatriques, après, ils n'étaient pas nécessairement blessés, là. Non, c'est ça. Ouais. As-tu vu des choses comme épouvantables là, qui se racontent pas, ou en termes de blessures, des traumatismes? Ou, Ben, c'est sûr que nos blessés qui étaient sévèrement blessés, là, tu sais, les intubés, c'est des gens qui ont mangé des shrapnels un peu partout, l'abdomen, qui ont eu plusieurs chirurgies, même chose au niveau du thorax, qui ont des membres un peu explosés, puis tu sais, avec des morceaux de shrapnel qui restent au niveau tu sais, du crâne, du cerveau, tu sais, qui n'ont pas enlevé. Puis après, ben, ce qui arrive, ceux qui l'ont eu ou qui ont eu des shrapnels au niveau du cerveau, ben souvent, ça va toucher les yeux aussi, là. Tu sais, quand ils vont se réveiller, ben... On va avoir perdu un œil ou deux, là, même, des fois, là. Donc...
Ouais. Dans le wagon, disons, de soins intensifs, là, c'est quel genre d'atmosphère? Est-ce que c'est comme un hôpital normal, entre guillemets? Là, on travaille sans trop penser à l'atrocité de ce qui se passe, ou il y a une espèce de tristesse ou de... Non, je pense que c'est vraiment comme si on travaillait dans les soins ailleurs, en fait. Là, tu sais, au final, tu sais, quand tu as des patients malades, au final, tu te concentres sur ce que tu as à faire plus qu'autre chose. Et puis, les gens sont vraiment résilients. On avait beaucoup de notre staff que c'était des déplacés, en fait, là, qui venaient de l'est du pays puis qui n'ont plus rien. Leur maison a été bombardée ou bien, tu sais, par exemple, il y en a que leur père était au front, là, tu sais, et puis eux, ben, ils habitaient avec nous dans l'Ouest parce qu'il y avait, au final, c'était des déplacés aussi, tu sais, puis ça faisait partie de notre staff, mais les gens ont une résilience, ouais, à toute épreuve. Oui, vraiment. Vraiment, parce que l'ambiance était positive, là, tu sais, malgré toujours, l'horreur. malgré tout ça, oui, vraiment. C'est incroyable. Ouais. Je sais que MSF est apolitique, donc... Oui. Mais puis je ne veux pas non plus te mettre dans l'embarras, mais toi, quand tu es là-bas, tu fais abstraction complète du contexte politique sous-jacent, puis... disons, tu as quand même des réflexions que tu gardes pour toi. Ou... Ben, c'est sûr qu'on peut pas le dire ouvertement, mais en même temps, dans un conflit contre l'Ukraine, comme l'Ukraine, c'est difficile d'être neutre. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, mais on peut pas le dire ouvertement, mais tu sais, il y a aussi des choses, tu sais, les soldats russes de l'autre côté de la frontière, il y en a beaucoup qui n'ont pas envie d'être là, hein, puis ils vont là avec un fusil dans le dos au final, là, parce que s'ils vont pas, ben, ils vont se faire tuer de toute façon, là. Fait que tu sais, il y a aussi les deux côtés de la médaille, ceci dit, ça c'est... mais ça n'a rien à... C'est ça. Ça demeure difficile de rester entièrement neutre, mais il faut je dirais faire attention à ce qu'on dit quand même, là, ouais. On a parlé au début de l'entrevue, tu trouvais dans la médecine humanitaire ce que tu voyais de plus beau, puis dans l'être humain, mais aller dans un conflit comme ça, est-ce que ça te rapproche de la beauté de l'être humain ou de ce qu'il y a de plus sombre dans la nature humaine? Ben, je pense que encore là, c'est les deux, là. Tu sais, la guerre, c'est toujours l'horreur. Puis tu te dis, mais pourquoi on a besoin de faire ça, là, en 2023, là, tu sais... Je comprends pas. Mais encore là, tu vois les gens qui sont résilients puis qui se disent, tu sais, non, mais moi, je veux faire ma part pour mon pays, j'ai pas envie qu'on devienne russe, puis vraiment, les gens qui se disent, ben moi, je veux aider, tu sais, les Ukrainiens et tout. Fait que, tu sais, t'as encore là, t'as toujours le plus beau et puis l'horreur qui se côtoient. OK. C'est dans un autre domaine complet, mais j'avais reçu un jeune homme, Alexandre Brisset, qui est greffé du foie. Puis, avait un peu la même vision, parce que dans le pire de sa maladie, quand il était aux soins intensifs, il disait, il y a tout le temps quelqu'un pire que toi. Donc, qui est quand même... les philosophies se rejoignent un peu, là. J'imagine que le train est identifié... Le dessus du train? Ou, même pas. Même pas. En fait, tu sais, j'imagine tu réfères au risque de bombardement. Un peu, parce que là, je me mets encore... c'est comme si, actuellement, l'agresseur, c'est un conflit particulier. Ouais. Donc, je me dis à quel point, disons, l'armée russe respecterait, par exemple... les règles concernant les convois humanitaires. Est-ce que c'est quelque chose qui te passe par la tête aussi, de dire, écoute, il n'y a pas de limite, là, ils pourraient décider de tirer un train hôpital? Oui, mais de tirer un train qui bouge avec un missile de l'autre côté de la frontière, ça doit pas être facile. C'est un grand défi.
Ça doit pas être facile. Donc, honnêtement... C'était assez rassurant quand on est en mouvement. C'est ça, c'est ça. Franchement, ça, c'était pas une grande inquiétude. OK. Mais, tu sais, là où on veut limiter tu sais, les arrêts, c'est quand on arrive en gare, puis là, on est dans l'Est, là, soit sur une... Ça, c'est dangereux. Ben, bon, encore là, tu sais, les Russes ont visé une gare une fois au début de la guerre. Mais là, maintenant, ça fait plus qu'un an, c'est pas arrivé. Tu sais, ils visent surtout les infrastructures énergétiques, les autres choses, tu sais. Donc, c'est sûr que le risque n'est pas si élevé. Ceci dit, tu peux toujours être au mauvais endroit au mauvais moment, là. Tu sais, c'est précis, là, ces trucs-là, mais bon, c'est quand même... c'est quand même pas toujours si précis, et puis c'est quand même opéré par quelqu'un. Oui, tout à fait. Donc, mais, tu sais, on a toujours quelqu'un qui s'occupe de la sécurité au niveau de tout le pays, qui fait ça 24 heures sur 24. Et puis après, notre chef, notre coordonnateur de projet, tu sais, avant qu'on s'en aille dans l'Est, avant qu'on arrive, va vérifier toute la sécu. Tu sais, tout ça n'est pas fait... comme à l'aveugle, là, si on veut. Et puis, là, quand on arrive dans l'Est, bien là, on a fait un pré-triage. On a une liste de patients qu'on doit embarquer. Et puis là, on va se rencontrer avant d'arriver, puis on va se dire, OK, on pense qu'on va mettre celui-là aux soins intensifs, celui-là dans tel wagon. Puis là, on avait un système avec des post-it de couleurs, puis là, avec des drapeaux de couleurs sur chacun des wagons du train. Donc là, on arrivait dans les ambulances, on faisait le triage, puis là, chaque patient avait son post-it de couleur. Donc là, il savait dans quel wagon il devait amener ce patient-là. Okay. Fait que c'est sûr que des fois, les informations n'étaient pas à jour. C'est pour ça que, tu sais, on refaisait un triage rapide dans les ambulances. Puis aussi, tu sais, il y a des endroits sur les plateformes d'embarquement où il y a seulement une ambulance qui passe à la fois. Donc là, tu vas pas... Tu sais, c'est un défi aussi organisationnel de dire, OK, ben là, tous ceux-là sont dans la même ambulance. Donc, OK, ils sont capables, on va les mettre dans tel wagon. Okay. Tu sais, fait que là, on refait ça pour minimiser, en fait, notre temps en gare. Parce que c'est perçu comme... Ben, c'est parce que c'est là où, quand on est arrêté à une gare, c'est là que, tu sais, on va dire, le risque est le plus élevé, si on veut, là. Parce que, tu sais, oui, peut-être, on est à Kherson, puis ça se passe, les combats à 4 km de là, mais tu sais, on les entend, là. C'est pas loin. C'est ça, là. Fait que tu fais pas exprès pour rester là longtemps non plus, là, tu sais. Combien de temps l'arrêt, disons, dans la gare? Ben, on essayait de limiter à 1 heure. Okay. Pour embarquer combien de patients? Pour embarquer, ben, ça dépendait, là, mais on pouvait embarquer, tu sais, en moyenne 35. OK, ça roule quand même. Oui, c'est ça, là. Faut que ça soit rodé, là, ce processus-là. Puis là, toi, tu as été là 2 mois. C'est-à-dire, tu as fait comme une trentaine d'allers-retours, une vingtaine? Ou... on en faisait 2 par semaine, okay. Donc, ouais, à peu près. Sans pause? Ben, on partait le lundi. Il n'y a pas de congé, là. Ben, le dimanche, souvent, on ne travaillait pas. OK. Ouais. Puis là, on était dans l'Ouest. Donc, après, okay. C'est une vie un peu normale dans l'Ouest, là. Puis toi, quand tu as quitté, j'imagine, tu vas me dire que tu serais resté 1 mois de plus? Ou oui, j'ai trouvé que ça passait vite, honnêtement, là. Puis ça a été de mes commentaires. J'ai dit, tu sais, puis comme on a des médecins dans le train, on arrive quand même... on passe pas nos nuits debout. Franchement, là, l'émission pourrait être un peu plus longue, là. Moi, je pense que, tu sais, après 2 mois, t'es encore en vie, là. OK. Mais toi, mais le 2 mois, toi, c'est dicté par tes contraintes professionnelles au Québec ou c'est la structure de ben, pour de ce projet-là, MSF faisait des 2 mois. C'est ça. Donc, okay. Moi, ça donnait bien, j'imagine, entre autres. C'est pour ça que, comme ça fonctionne avec mes dates, c'est pour ça que... OK. Puis toi, il y a la personne qui prend le relais... Est-ce qu'il va y avoir un chevauchement de quelques jours? Est-ce qu'on a de l'information à se transmettre ou c'est comme une course à relais puis on se donne le bâton en courant? Honnêtement, idéalement, il y a un chevauchement. Moi, quand je suis arrivée, j'ai fait
une ride de train, là, tu sais, un voyage aller-retour avec la personne que je remplaçais. OK. Donc ça, franchement, c'est bien. Malheureusement, la personne qui me remplaçait avec les horaires, ça fonctionnait pas. OK. Donc, j'ai fait un rapport plus détaillé. OK. OK. Est-ce que la mission que tu as faite en Ukraine, tu te serais vu la faire comme première mission ou il y a une croissance dans la difficulté, soit organisationnelle ou la charge émotive ou En d'une fait, mission? pour une première mission, probablement pas parce que c'est comme si moi, j'étais un peu responsable du train 90% du temps parce que le coordonnateur de projet souvent n'était pas dans le train. OK. Donc, tu sais, une première mission, on te lance là, puis c'est toi qui es responsable. Trop compliqué. En fait, c'est juste que tu sais pas comment MSF fonctionne, tu sais pas trop... tu sais, peut-être que ça serait pas l'idéal, là. C'est que normalement, on a quand même des gens en haut de nous, là. OK. Donc là, ça aurait probablement pas été idéal. Par contre, l'infirmière que moi, je supervisais, là, l'infirmière expat, elle, c'était une première mission. OK. Mais ça fait très bien pour une première mission. C'est un job technique. Tu sais, comme infirmière de soins intensifs, c'est parfait, là. OK. Ouais. C'est quoi les genres de problèmes qu'on peut avoir à régler dans un train de soins intensifs en mouvement en Ukraine? Tu sais, au quotidien, dans ma pratique, moi, j'ai des... tu sais, les écueils que je vais rencontrer dans une journée, ça va être pas moi, un abcès après une résection intestinale, mais à quel genre de problème peut être confronté, là? Puis ils vont dire, qu'est-ce qu'on fait avec... Quel genre de problème on va t'amener, disons? Bien, c'est surtout, tu sais, mettons, revoir les cas, justement, de soins avec les médecins qui sont là, puis s'assurer qu'on a le bon traitement, qu'on a les bonnes sédations, qu'on fait... Tu sais, parce que les protocoles MSF, on continue de les appliquer dans le train. Après, tu sais, faire les commandes, mettons, là, on a pris tant de médicaments, d'anesthésie, là, propofol, peu importe. Mais là, après, moi, je dois faire les commandes, tu sais, puis à chaque train, m'assurer que tout est fait. S'il y a un patient qui va moins bien dans un des wagons, ben là, on veut le transférer finalement dans les soins. Ben là, on va le faire quand? On va le faire comment? Parce que... Ça passe pas une civière dans c'est une ça. porte de train. C'est ça. Fait que là, tu sais, on prépare ça. Donc, Vous là, le transportez dans vos bras? non, en fait, c'est quand, mettons, on dit, OK, là, on va arrêter quelques minutes à cet endroit-là, on va tout être prêt, puis là, tu sais, on va passer par l'extérieur. On va changer. Ou bien, à un moment donné, je pense la deuxième semaine que j'étais là, on m'a dit, ah ben là, Geneviève, on voudrait ouvrir une station de nursing dans une des stations de train, tu peux-tu organiser ça? Bon, fait que bref, là, j'ai organisé ça. OK. Parce que cette mission-là, donc c'est la dernière que tu as faite, mais sûrement pas la dernière que tu vas faire, mais est-ce que c'est la plus belle? Est-ce qu'on peut parler de la plus satisfaisante ou c'est simplement parce que c'est la dernière, elle est plus présente à ton esprit? Peut-être, mais je dirais que là où, tu sais, tu fais un changement... tu sais, qu'est-ce qui est gratifiant, c'est de voir, dans le fond, que toi, t'arrives... tu implémentes des choses, puis quand tu pars, c'est mieux que c'était quand tu es arrivé. Puis si chacun fait ça, ben le projet va s'améliorer. Tu sais, il faut choisir 1 ou 2 petits points ou 3 petits points à améliorer à chaque mission. Mais là où je dirais que ça avait fait vraiment là, une différence, c'était entre autres au Congo, par exemple. Je me suis mis, quand je suis arrivée, c'est ça, à faire les revues de mortalité, puis je voyais, mais il y a plein d'enfants qui meurent de déshydratation parce qu'on ne corrige pas comme il faut, tu sais, de diarrhée sévère et tout ça. Puis là, on s'est mis à travailler là-dessus. Puis en plus, c'était 9 mois la mission, donc j'ai eu du temps. Puis là, après, tu t'en vas, puis tu te dis, bon, ben ça n'arrive plus. Mm-hmm. Ben, ça, c'est une belle réussite. Voilà, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'en Ukraine, les médecins sont rodés, puis c'est un projet de transport, hein? Donc, tu sais, les patients, on les a pour 24 heures. Fait que c'est pas du long terme. Mm-hmm. Donc... Puis en même temps, en Ukraine, ça a une fin. Oui. On sait que ça va finir, on sait pas comment, mais c'est pas un investissement sur 10 ans. C'est là, ça. on l'espère. Oui, j'espère.
Est-ce que tu devrais repartir tout de suite, disons, là, ou... Ben si là, on fait abstraction de tes contraintes professionnelles au Québec, ou... ben moi, si j'avais pas de contraintes, je pense que je ferais ça à temps plein. Ah! 12 mois par année. Non, Ça quand prend même, des là. pauses, quand même? Oui, ça prend des pauses, là. OK. Oui, parce que c'est quand même lourd, là. Souvent, on finit par répondre tout le temps, là. Tu sais, 24 heures sur 24, ta radio, là, après quelques mois, c'est bon, là. Ça devient plus lourd un peu. Ouais. Dis-moi, as-tu une devise ou un mantra, as-tu quelque chose que tu dis ou quand tu veux motiver les troupes ou quand tu vois une situation particulière? Ou... Ben, en fait, je pense que tu sais, ce qu'il faut retenir un peu là-dedans, c'est que oui, c'est difficile, puis on voit beaucoup, surtout dans les projets pédiatriques, là, voir mourir des enfants, là, puis surtout des enfants mourir de faim, là, c'est franchement difficile ou décéder de choses, tu sais, de pneumonie que franchement, tu te dis, mais si cet enfant-là avait été chez nous, il serait pas mort, là, tu sais. Mais, tu sais, quand on va... On travaille ici, c'est rare qu'on revienne une journée puis qu'on se dit « Wow, j'ai vraiment sauvé des vies aujourd'hui. Tu sais, je dis pas que ça arrive pas, ça arrive, mais là, c'est encore l'horreur et puis la beauté qui se côtoient, parce que là, ça arrive souvent. Donc, il faut regarder, tu sais, tu peux pas faire ça et puis toujours regarder ce qui va pas. C'est qu'il faut s'émerveiller de ce qui va bien. OK. En c'est fait. bon, ça. Ouais. Est-ce que, avec ce que tu vis comme environnement professionnel, est-ce que tu suis la politique locale au Québec, là, le projet de loi 15, la pratique de la médecine familiale? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou qui est comme... Ben, qui n'est pas sur le radar? Ou... Non, en fait, je le suis un peu, c'est sûr, on va dire vraiment de plus loin, puis j'ai l'impression qu'on est toujours un peu moins touché parce que au final, on regarde ces projets de loi-là, puis ça finit toujours « Ah, la région 18 est exclue. La région 18 est exclue. » Tu sais, comme tout ce qui est la médecine familiale actuellement, là, les obligations de prise en charge, ben nous, on n'a pas ça, là. Tu sais, on est toujours exclus de ce qui se passe. Donc, c'est sûr que j'ai l'impression qu'on est un peu moins proche de ça. Là où on partage les problèmes du réseau au quotidien, honnêtement, c'est... bon, oui, il y a l'accès aux spécialistes, je dirais, pour nos patients de Montréal, parce que pour eux, de venir au dispensaire, ils ont toujours accès à des soins quand même, là. Mais la pénurie d'infirmières au Nunavik, c'est vraiment catastrophique. Tu sais, si tu as 6 infirmières, tu es supposé d'en avoir 6, tu en as 2. Ben, on est ailleurs, là. Le recrutement, ça doit être très difficile, j'imagine. Ben, c'est ça, parce que les conditions de travail sont difficiles, tu sais. Bon, il y a la moitié d'Internet, il n'y a pas de téléphone cellulaire, il y a, tu sais, l'eau, les eaux usées, tu sais, la bouffe. Donc, c'est un petit peu difficile de faire du recrutement dans ce contexte-là, des fois, là. Puis on demande, les infirmières font beaucoup de semaines par année, donc c'est vraiment très demandant là, pour une infirmière de décider d'aller travailler au Nunavik. Là, chapeau à ceux qui le font parce que c'est des conditions de travail Est-ce que les gens sont reconnaissants des soins que vous leur apportez là-bas? Ou Oui, je pense que oui. Okay. Les Inuits sont très, très, je dirais, accueillants et chaleureux. Là. OK. Ouais, rieurs et... ouais. OK. Puis avec tout ce que tu vois à l'extérieur du pays ou à l'extérieur de la province, puis avec la pratique que tu as ici, trouves-tu que le réseau de la santé au Québec trouves-tu bon ou si tu avais donné une note sur 10, disons là? Une note sur 10? Ben, moi, je... 6, c'est pas la note de passage. Oui, c'est ça. Non, mais je pense qu'on a un bon 8, là. Probablement que les gens seraient pas d'accord avec moi, peut-être, mais quand même, en fait, c'est que moi, je pense que, tu sais, on a une urgence, là, on a un accident d'auto demain matin, là. On va être traité, puis on va être bien traité, là.
Je pense que si tu as une urgence, tu as accès aux soins. Là où c'est difficile, effectivement, c'est les soins de santé primaire. Mais il faut aussi se rappeler qu'on ne paye pas. Il n'y a personne ici qui a endetté sa maison parce que, justement, qui a hypothéqué sa maison, je veux dire, parce qu'il a fait un accident. Là. Puis ça, c'est majeur. Tout à parce fait. que c'est qu'on s'en rend pas compte à quel point c'est important. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il y a des problèmes d'accès aux soins. Puis là, la médecine familiale, on ne sait pas trop quel sera l'avenir de la médecine familiale. Il y a quand même un enjeu au niveau de l'allocation des ressources. Là. Ta Ouais. région est un bon exemple. Je pense que le risque de mourir d'un accident dans ta région est 40 fois plus élevé que si ça arrive sur l'île de Montréal. Exact, c'est ça. une statistique qui m'avait été donnée par Dr. Condé de l'Association médicale canadienne. Est-ce que pour toi, c'est juste normal parce qu'on ne peut pas avoir un avion, un hélicoptère ou un avion ambulance dans toutes les régions du Québec ou avoir des soins intensifs, des centres de traumatologie? Ça fait partie de la vie au Canada, disons. C'est parce qu'il y a une partie de cette statistique-là que c'est si tu es au Nunavik, tu as 4 fois plus de chances d'avoir un trauma que si tu es ailleurs. Et puis si tu as un trauma, tu as 40 fois plus de chances d'en mourir. Ça commence à faire pas mal. C'est ça. Mais si tu as 4 fois plus de chances d'avoir un trauma, ben là, il y a quand même de la prévention à faire à ce niveau-là. Là. Ça, c'est pas vrai qu'on peut rien faire. Ouais. C'est ça. Tu sais, je pense que ça, c'est prioritaire. Il faut agir en amont. Après, oui, le transport, ça pourrait être mieux. Mais tu sais, des fois, tu es à Salouette, l'avion part pas pendant 4 jours. Là. Même si tu avais un avion, il serait cloué au sol. Il fait pas beau, il y a des blizzards, ils vendent trop, l'avion ne décolle pas. Donc, tu sais, tu as aussi... oui, c'est sûr que ça arrive souvent qu'on attend après l'avion parce qu'il est parti ailleurs, puis de toute façon, le délai avant qu'il arrive, c'est long. Mais il y a aussi des conditions climatiques, tu sais, des conditions sur lesquelles on n'a pas le contrôle, en fait, là. Donc, ce qui veut dire que là-bas aussi, dans ta pratique normale, tu es encore confronté parfois des choses un peu impensables. Là. Si tu penses 3-4 jours dans l'attente d'un transfert chez un patient qui a un infarctus ou oui, c'est ça. Des décès évitables ou des morbidités évitables aussi. Certainement. Certainement. C'est ça, parce que, dans le fond, l'avion d'évac vient à Puvirnituq, mais il ne peut pas nécessairement atterrir dans les petits villages. Donc là, si on a un patient en village, il faut que nous, on aille avec notre petit avion, on va en village chercher le patient, on le ramène à l'hôpital, puis à partir de ce moment-là, il peut être évacué vers le sud. OK. Donc, il y a quand même déjà des délais dans le nord pour le premier transport, à moins que ça arrive à Puvirnituq, là. Oui. Mais, puis tu sais, je veux dire, on a une banque de sang à l'hôpital seulement. Donc là, s'il y a quelque chose qui arrive en village, le temps que l'avion arrive, le temps que... tu sais, franchement, ça peut être catastrophique, là. Comment fonctionne... j'ai plein de questions qui me viennent, mais les soins obstétricaux, c'est organisé comment dans cette région-là? Ben, en fait, c'est des sages-femmes qui s'occupent des accouchements. Donc, il y a une maternité à Puvirnituq. Et puis, ce qui arrive sur la baie du Thon, c'est qu'il y a un hôpital à Puvirnituq et puis il y a, dans le fond, 6 autres cliniques, dont 2 avec des médecins. Donc, les 2 cliniques où il y a des médecins, il y a des maternités. Sauf que ces 2 maternités-là n'ont pas de banque de sang. Donc là, quand les patientes dans chacun des villages arrivent entre 32 et 34 semaines, on regarde, tu sais, on s'assoit avec les sages-femmes, les médecins, et puis là, on regarde chacun des dossiers, puis on se dit où va accoucher cette dame-là. Donc, est-ce que si elle a déjà fait, par exemple, je donne un exemple, une hémorragie postpartum, ben on ne va pas la laisser accoucher en village, elle devra aller à Puvirnituq où est-ce qu'il y a accès à du sang. Mais pas de césarienne. Pas de césarienne. Puis s'il y a d'autres, tu sais, justement, comorbidité, peu importe, bien là, on va dire non, ça, c'est un accouchement à Montréal. OK. Mais là, ça veut dire qu'à 36 semaines, si elles ne viennent pas de ces villages-là, bien, elles doivent quitter leur village, aller soit à Montréal, soit aller à Puvirnituq, soit aller dans un autre village.
Et puis laisser leur famille à partir de 36 semaines pour attendre d'aller accoucher ailleurs. Là. Ça veut dire qu'il y a quand même un peu de mortalité néonatale aussi. Il n'y a pas de césarienne ou surprenamment, ça va bien? Ça va, tu sais, je dis pas qu'on n'a pas eu de catastrophe. Notre bloc opératoire le plus proche est à Iqaluit. Donc, c'est arrivé d'aller porter des gens à Iqaluit si le délai vers le sud, on juge que c'est trop long. Trop long. Mais je dois dire quand même que ça va bien en général. Oui, c'est ça. Dis-moi, en presque conclusion, avec tout ce que tu as vu, ta définition de la santé. Ma définition de la santé, je pense que c'est vraiment d'être capable, d'avoir un état, mettons, physique, psychologique, je dirais même spirituel, là, qui te permet de te réaliser. Okay. Je pense que c'est un peu ça. Tu sais, même si quelqu'un a des limitations un peu quelconques, là, mais si quelqu'un se réalise puis arrive à être heureux là-dedans, je pense que c'est ça. Il y a un côté social aussi, évidemment, là, parce que, ouais. Donc, toi, les 2 pieds sur le pouf, ce n'est pas un objectif à court ou moyen terme. Ni même à long terme. C'est bien. Si tu pouvais changer une chose dans le système de santé, ça pourrait être international. La plupart de mes invités voudraient agir localement, mais toi, je ne sais pas si tu avais une chose à faire pour la santé, ce serait quoi? Disons, pour notre système de santé, avec ce qui se passe actuellement en médecine familiale, je pense que ça serait vraiment de travailler avec les autres professionnels, là, parce que je me dis, on peut pas laisser le médecin de famille étant la porte d'entrée unique d'un système qui est débordé. Là. Mm-hmm. Tu sais, si j'ai une entorse de cheville, peut-être que je peux aller voir le physio, tu sais, mm-hmm. sans passer par le médecin de famille. Là. Tout à fait. T'sais, fait qu'un peu, je pense, travailler plus avec les autres professionnels sans nécessairement que tout passe là, par le médecin de famille, puis donner du soutien administratif. Là. Parfois, on a l'impression de se transformer en secrétaire. Là. Ah, tout à fait. Je pense que c'est l'AMC qui a sorti une statistique récemment sur le nombre d'heures perdues annuellement, le nombre de visites médicales que ça permettrait d'ajouter. Voilà. Je pense que c'est une journée par semaine. Je pense que c'est 20%, quelque chose comme ça. Donc, écoute, ça doit être pas loin de ça, mais je veux dire, ça dépend des profils de pratique. Comme moi, personnellement, le travail médico-administratif, je ne pourrais pas le remplacer par des visites médicales parce que je fais ça le soir, tu sais. Ouais. Donc, je reste à l'hôpital jusqu'à 8h, 9h. Ou la fin de semaine, quand je suis de garde, je passe 8 heures de... Ouais. Donc, le prix à payer, dans certains cas, c'est un prix personnel. Là, ouais. De dire qu'en plus de ta semaine de travail, tu fais 4... les patients sont toujours surpris, là, on les appelle à 20h30 le soir là, pour leur dire, écoutez, j'ai reçu votre examen, il faut faire... Mais je pense qu'en médecine familiale, c'est vraiment quand même beaucoup là, en cabinet, surtout, là. Ouais. Non, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se surprendre non plus que les médecins de famille, parfois, travaillent seulement 3 jours et demi. C'est fait 3 jours et demi de clinique, mais s'il y a une journée de paperasse, la semaine est pleine. Là. C'est ça. Est-ce que tu supportes une fondation particulière ou on envoie tous nos sous à MSF? C'est certain que j'ai un biais. Effectivement, je suis donatrice à MSF mensuellement. Et mes proches maintenant me donnent plus de cadeaux, font des dons en mon nom. Oui? Okay. C'est bien, voilà. C'est bien. T'as pas d'autres causes ou... En fait, je dirais que... les changements climatiques, la biodiversité, tout ça, l'environnement, ça me tient beaucoup à cœur. Puis veux pas, c'est quand même assez imbriqué, là, parce que, tu sais, nous, on est des grands consommateurs, mais après, qui paye pour ça? Souvent, c'est les pays en développement, là, tu sais, les inondations, et puis les famines, les sécheresses. Donc, ça va quand même un peu ensemble, tout ça. Ouais. J'ai une question que j'aurais
dû ou pu te poser en début d'entrevue, mais pourquoi MSF plus que la Croix-Rouge, par exemple, ou un autre organisme? Ben, je pense que MSF, on est vraiment spécialisé dans le médical, en fait. Puis on a vraiment des protocoles. Puis de ce côté-là, c'est vraiment rodé la qualité des soins médicaux. C'est vraiment quelque chose d'important dans MSF. Donc, moi, Vendu à MSF? Ouais, je suis vendue, là. As-tu une dernière pensée ou tout a été dit? Non, je pense qu'on a quand même fait le tour. En tout cas, merci de m'avoir invité. Ben, merci. Et puis de vous intéresser, là, dans le fond, à la cause d'MSF et puis de donner une voix un peu à ceux qui en ont moins. Et je pense qu'au final, on peut changer les choses, là, tu sais, c'est pas coulé dans le béton. Voilà. Excellent. Geneviève, merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.